Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais le récap de toutes mes lectures de mars. C'est parti. On commence avec la suite de la saga des 3 Dahlia avec 7 suspects de Cathy Watson chez Le Cherche Midi. Donc c'est le tome 3. Donc on suit, pour rappel, 3 actrices qui ont incarné un personnage qui s'appelle Dahlia. Et en fait, le truc, c'est que elles font partie de 3 générations différentes. Donc, il y a Rosalind, qui a dans les 80 ans à peu près, 70-80, qui l'a incarné en première. Ensuite, il y a Caro, qui a dans les 40 ans, qui l'a incarné dans une série. Et enfin, il y a Poppy, une petite vingtaine, qui l'incarne dans un nouveau film. Voilà. Et en fait, elles se retrouvent réunies pour la première fois dans le premier tome, lors d'une sorte de convention, de festival dédié à Dahlia et à son autrice Lettice Davenport. Et en fait, à ce moment-là, il y a l'organisateur de l'événement qui fait une reconstitution d'une scène, et la reconstitution va jusqu'au bout puisqu'il y a un mort, et elles s'unissent pour résoudre l'enquête. Et en fait, là où ça commençait par des œillades, genre oh là là, c'est celle qui a pris ma suite, ah c'est la petite nouvelle, c'est l'ancienne, etc. Finalement, elles s'unissent et vraiment il y a ce côté protecteur entre elles 3 qu'on va retrouver dans chacun des tomes et que je trouve vraiment génial parce que ce côté intergénérationnel, c'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est aussi pour ça que j'adore cette saga. Donc franchement, je me suis régalée. En plus, dans celui-ci, autant le premier, c'est vraiment la découverte des 3 personnages. Mais on était un peu plus focus sur Poppy et Rosalind. Parce que Poppy, c'était la première Dahlia. Et elle était sortie à peu près avec le neveu, je crois, de Lettice Davenport ou un truc comme ça. Enfin bref, il y avait encore une histoire inachevée entre eux. Et Poppy parce que c'était la nouvelle actrice et qu'elle allait commencer le nouveau film sur Dahlia. Le deuxième se concentre un peu plus sur Rosalind et Caro. Parce que du coup, Rosalind est menacée de mort. Et Caro a décidé de laisser sa carrière d'actrice pour se lancer dans une carrière de détective. Donc en fait, voilà, c'est un peu plus axé sur ces 2 personnages, même si Poppy est extrêmement présente. Hein. Et enfin, le 3e tome, c'est Caro, mais il y a aussi Poppy. C'est Caro parce qu'elle est devenue écrivaine, elle a écrit leur première aventure. Et elles sont à un festival pour les auteurs, un peu une sorte de quai du polar, quoi. Et en fait, aussi sur Poppy, parce que c'est la façon dont elle gère après le tournage du film. Elle s'est acheté un appart, etc. Enfin bref, bon, je vous dis rien de trop spoilant non plus. Mais j'aime beaucoup vraiment les axes qui sont tournés autour de chaque personnage et les découvertes qu'on fait de chaque personnage. Et les liens qu'il y a entre elles qui se renforcent à chaque fois, la façon dont elles se connaissent vraiment, enfin, je les adore. Il n'y a pas d'autre mot, je les adore. Bon, comme j'ai décidé de vous faire cette vidéo vraiment dans l'ordre où j'ai lu, vous allez avoir des graphiques qui vont se caler entre 2 romans. Donc, j'ai continué ma saga Vampire Knight avec le tome 12 de Matsuri Ino chez Panini Manga. Donc, pour rappel, on suit Yuki et Zero ok, je vais y arriver. On suit donc Yuki et Zero qui sont dans une école, mais qui a une particularité, c'est qu'en fait, elle a une night class et une day class, donc la classe du jour et la classe de la nuit. Et la particularité de cette école, que les autres ne savent pas de la day class, c'est qu'en fait, ceux de la night class, ce sont des vampires. Donc Yuki et Zero, qui connaissent l'existence des vampires, sont ce qu'on appelle des sortes d'intendants. Donc c'est eux qui doivent faire régner l'ordre
pour bien séparer les deux classes. Et en fait, on apprend qu'il y a une société de chasseurs de vampires. Donc l'idée, c'est de tuer les vampires qui pètent les plombs et font un carnage, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment... Et comment vous en parler sans dévoiler un max de trucs. Ça va être en gros, Zero, il a perdu sa famille à cause d'un vampire, donc lui il a la haine contre les vampires. Yuki, elle a grandi auprès de Kaname qui est un peu le chef de la night class. Donc elle adore les vampires entre guillemets. Et à chaque fois ils sont en conflit, mais Zero il est extrêmement protecteur avec Yuki. Sauf que Kaname il est protecteur avec Yuki de loin aussi. Et les deux ils s'apprécient pas non plus foufou. Donc voilà, et puis en plus ça évolue dans un sens, mais on s'y attend pas. Bon, moi je l'ai lu il y avait longtemps, donc je m'y attendais, mais voilà, c'est la façon dont ça évolue, j'adore. J'ai enchaîné avec Scalpel Christmas et Love Story de Ines Eck et Émilie Jurius aux éditions Juno Publishing. Donc ça c'est le livre que j'avais offert à ma mère, je l'avais acheté lors du salon de Clermont-Ferrand, donc c'était le salon romance. Oh, je m'en souviens plus. Mais voilà, c'est le livre un livre que j'avais offert à ma mère pour Noël. Elle avait énormément apprécié. Et du coup, en vrai, je l'ai dévoré parce qu'il se lit mais d'une force d'un trait. Donc on va suivre Davian Blake qui est médecin légiste. La particularité, en plus c'est une bonne transition avec Vampire Night parce que c'est un vampire. Voilà, sa particularité de médecin légiste, c'est que c'est un vampire. Donc en fait, c'est une bonne planque entre guillemets parce qu'il a pas à supporter les humains. Lui, il prend les tours de garde de nuit, ce qui lui convient très bien, parce qu'il y a encore moins de monde. Et en plus, il a accès au sang. Voilà. Sans éveiller les soupçons, sans aller planter ses canines dans une carotide. Très bien. Sauf qu'un jour, en période de Noël, en plus, Noël, il déteste ça. Donc, en période de Noël, il croise un lutin de Noël, ou un elfe de Noël, et il lui joue une petite blague pas très sympa pour l'elfe. Donc, l'elfe décide de le maudire. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, notre cher Davian ne peut plus boire une goutte de sang sans que ça dégouline par absolument tous les trous qui puissent exister. Voilà. C'est pas un euphémisme, hein, genre il pleure du sang, il en vomit, c'est absolument agréable. Ne regardez pas cette vidéo pendant que vous êtes en train de manger, sinon bon appétit et désolé. Donc du coup ça lui pose un énorme problème. Et un jour il croise Imogen Peterson, donc Imogen qui est chirurgienne viscérale, et en plus elle est extrêmement brillante. Enfin c'est un génie dans sa catégorie. Sauf qu'elle et les interactions sociales, c'est très complexe. c'est pas faute d'essayer, c'est juste que c'est complexe. Et un jour, elle se rend compte qu'il est malade et elle lui dit « Ok, t'inquiète, je te soigne. » Et ça, la mission qu'elle se donne, c'est de soigner Davian. Donc Davian, au début, il est saoulé et tout, en mode « Ouais, vas-y, c'est bon, fous-moi la paix. » Et en fait, elle revient, et lui, il dit « Mais purée, mais c'est la première fois que un humain revient à la charge comme ça alors que je me montre hyper menaçant et tout. » Bon, après, il y a un petit truc qui fait qu'au final, on se dit « Ok, c'est bon, on a compris. » Mais, puis vous avez compris, hein, c'est une romance. Mais franchement, c'est vraiment bien lu, c'est fluide, il y a pas trop j'ai pas relevé d'incohérence. Non, franchement, c'était stylé. Et puis c'est mignon, donc j'ai beaucoup aimé. La prochaine lecture que j'ai faite, c'était un audible, c'était La dernière couronne de Eulalie Lombard sur Audible. Donc on va suivre Nissalia, qui est la fille du duc et de la duchesse. Et en fait, elle est fiancée depuis toujours au prince de Talyria, donc de son pays, de son royaume.
Et en fait, on commence, ils doivent partir en guerre. Donc eux, ce sont des faillis de mémoire. Ils doivent partir en guerre parce que il y a des méchants qui veulent les envahir. Je me souviens plus du nom des méchants. Je m'en souviens plus. Donc du coup, Nissali, elle part avec une garnison dans un endroit qui normalement devait être le dernier attaqué. Enfin, selon leurs pronostics, ils se sont dit cet endroit-là, on le positionne là parce que on est sûr que tu vas être tranquille un moment, que c'est nous qui allons tout nous prendre de plein fouet, mais toi tu vas être tranquille parce qu'ils veulent la protéger. Que ce soit le prince, le roi, son père, enfin bref, tout le monde veut la protéger. Parce qu'elle a une trentaine d'années, eux ils en ont 100 et quelques, et ils lui disent non. Toi tu restes tranquille. T'es un bébé, encore tu restes tranquille. Enfin 100, je crois qu'ils en ont plus que ça même. Et en fait, ils ont été informés que le prince de l'empire ennemi, qui s'appelle Maek et qui est surnommé le prince de sang, a pris la tête de l'armée pour justement venir les anéantir le plus vite possible. Sauf que pas de bol, sa garnison se fait attaquer quasi la première, et elle se fait kidnapper, et en fait, kidnapper, elle se fait arrêter en mode capture de guerre, enfin bref. Et en fait, elle avait un signe très distinctif qui disait que c'était elle la future princesse. Et son général lui a enlevé, c'était un collier, donc il lui a arraché le collier pour le bazarder. Et pour que justement on sache pas qui elle était. Et donc ils vont être emmenés dans l'Empire. Et là, elle va devenir une des servantes personnelles du prince Maek. Donc, ce qu'elle va essayer de faire, c'est se sauver, essayer de récupérer ses compatriotes, retrouver son armée et dégommer du méchant, en gros. Alors franchement, Mike, il a quoi? Lui, par contre, il a 150, quelque chose comme ça, de mémoire. Mais il la prend vraiment comme une gosse. Et par contre, zéro pudeur, les failles, hein. Zéro pudeur. Genre, ça... Il y a une scène, alors il y a du smutty, mais il y a une scène, tu sens le truc venir aussi un peu comme dans Scalpel, Christmas et Love Story. Il y a du fate mate et tu te dis ok, ça va leur tomber dessus, c'est obligé. On nous en parle en mode oh là là, c'est trop quelque chose de rare et tout. Quand ça arrive, c'est trop de la bombe. Ouais, oui, bon merci. Du coup, on sait que c'est ce qui va leur arriver, quoi, qu'ils vont pas pouvoir faire autrement entre guillemets, et que c'est ce qui va leur arriver. Donc, au final, le seul truc que je regrette, c'est qu'au final, on nous en parle si tôt avant que ça arrive, parce que je trouve que si on nous avait parlé après, on se serait dit ok, ça explique ces comportements-là. Et comme on nous a parlé avant, du coup on fait le lien très vite et on sait très vite que ça va être ça qui va se passer. Donc bon, pour moi, je trouve que ça m'a permis de me dire ok, du coup ça va aller dans cette direction, point barre, quoi. Et c'est un peu dommage parce que du coup ça m'a un peu privé d'un truc de comment dire, de me dire pourquoi elle réagit comme ça, cette cruche. Voilà, c'est ce truc de me dire, après c'est peut-être le fait de lire des thrillers et des polars et des cozy mystery, mais j'aurais aimé ne pas savoir tout de suite pour pouvoir me poser des questions en mode mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il l'a envoûtée? Est-ce qu'elle a perdu les pédales? Est-ce qu'elle a été droguée? Je sais pas. Enfin, et du coup, qu'on l'explique peut-être dans le tome 2. Je sais pas. D'ailleurs, c'est de l'auto-édition. Donc moi, j'ai écouté le premier tome sur Audible parce qu'il faisait partie de l'abonnement. Mais à la librairie ici, Tout Romance à Montpellier, ils ont les 3 tomes. Je les prends pas ce mois-ci parce que j'ai déjà fait beaucoup d'achats. Voilà.
peut-être pas le mois prochain parce que je sais que j'ai encore 2 salons à faire. Mais c'est dans ma wishlist. Parce que j'ai quand même bien aimé et que j'aimerais quand même découvrir la suite. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est une trilogie et que j'ai envie de comprendre comment elle va découdre un peu tout le reste. Ou tricoter tout le reste. Vous m'avez compris. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 de My Ray of Hope de Yuna Wall et Teka chez K-Books. Donc, pour rappel, c'est un isekai, donc on va suivre Yurina qui est une réincarnée. C'était un roman, je crois, de mémoire. Et en fait, elle est en tant qu'enfant, donc elle va tout faire pour récupérer, entre guillemets, Ray. Donc, Ray qui va devenir un puissant magicien. Et normalement, c'est la famille du comte, du baron, qui le trouve avant sa famille à elle. Et en fait, il en fait l'allié puissant de sa fille. Et comme Yurina est la fille du comte baron, là, Yurina est jalouse. Elle essaye de la tuer et du coup, Ray finira dans le roman, finit par tuer Yurina pour protéger l'héroïne. Et du coup, Yurina, elle se dit, en fait, je vais le prendre avec moi, comme ça, déjà, s'il est de mon côté, il pourra pas me tuer. Logique. Et je vais éviter de m'approcher de l'héroïne, parce que l'histoire, c'est que l'héroïne se met avec le prince, sauf que Yurina est jalouse parce qu'elle voulait être avec le prince. Et elle se dit, lui, il va être de mon côté, et le prince, je m'en approche pas. Dès le premier tome, je m'en approche pas, il saute. Clairement, il saute. Alors, j'avais commencé à le lire c'était pas Webtoon, c'était un autre. D'ailleurs, il est actuellement sur Webtoon, si vous voulez commencer à lire les premiers chapitres pour voir si ça vous plaît ou pas. C'était vraiment, vraiment cool. Mais j'aimerais bien du coup savoir comment ça va aboutir. Après, comme vous l'a dit mon mari, n'est-ce pas? J'aime beaucoup toutes les tropes d'isekai de réincarnation comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. La preuve, je crois que dans mes manhwas, je crois qu'il y a quasiment que de ça. Ça, c'est de la réincarnation. Ça aussi. Alors, Autrice de ma destinée, réincarnation. Beware the Violence, réincarnation. Daisy, réincarnation. Dites-moi princesse aussi. La nouvelle chef de clan, retour dans le passé. L'impératrice remariée, non. Dr. Elise, oui. Morgana et Oz, non. Emma Ray of Hope, oui. Seule la mort attend la vilaine, oui. Et The Beginning After the End, oui. Donc, tout ça, c'est la réincarnation. Quasi. Donc, il y en a que 2 au final qui sont pas de réincarnation. Mais c'est trop bien. Enfin, qui n'ont pas de réincarnation pour le moment. Je commence à avoir un doute sur Morgana et Oz, mais je crois pas. On verra. Seul le temps nous le dira. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma Ray of Hope. Et j'avais enchaîné direct avec Beware the Violence, le tome 5 de Berry Soda Ice et Blue Kana chez Koda. Donc, isekai, on a une coréenne qui se réincarne en Melissa, peu de bras, et en fait, normalement, c'est la vilaine de l'histoire. Sauf qu'elle se dit, en fait, je suis la fille du duc, je suis fiancée au prince, sauf que le prince, c'est un goujat. Vas-y, j'ai pas envie de me mettre dans leurs histoires et tout, je romps les fiançailles, je demande une rupture et je vis ma life. Sauf que, autant le prince, c'est on va garder goujat. En gros, il donnait rendez-vous à Melissa, et quand elle arrivait, parce qu'elle était, l'ancienne Melissa, du coup, elle était très amoureuse. Quand elle arrivait, il était au lit avec d'autres nénettes. Il avait déjà invité au bal une autre nénette. Et en fait, il était là en mode, ah ouais, c'est vrai, tu devais venir. Écoute, vas-y, dégage. Sauf que le problème, c'est que l'ancienne Melissa s'en prenait aux filles, aux jeunes femmes que le prince mettait dans son lit ou emmenait au bal ou quoi, alors que
bon, techniquement, elle savait qu'il était fiancé. Mais j'ai envie de vous dire, la nouvelle Mélissa, du coup, elle s'en prend directement au prince en mode, t'es un gros chacal. Et en fait, elle lui dit, vas-y, mais bouge, va voir ailleurs. Si je suis fou, moi, la paix. Et en fait, quand elle demande la rupture, il est là en mode, bah non, 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 genre, non, 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 on reste fiancés. Elle lui dit, bah non, 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 t'es un gros, donc non, va voir ailleurs si j'y suis. Hein. Et du coup, elle rencontre Nine. Donc Nine, c'est lui, et elle se dit, ouais, il est beau gosse et tout, parce qu'en fait, elle le rencontre, il est dans une ruelle en train de mourir, abandonné, et il fait partie du clan des loups-garous, sauf qu'il a plus de crocs, il s'est fait couper la langue. Donc on lui a arraché les crocs et on a coupé la langue. Et du coup, elle dit, ok, bah tu vas être à mon service. Auprès de son père, elle lui dit, bah il parle pas, donc il gardera les secrets. Et du coup, elle se dit, bah en l'ayant lui à côté avec moi, beau gosse comme il est, en plus il est bien plus beau que le prince, il va me foutre la paix comme ça, il verra comment je suis passée à autre chose et qu'en fait, vas-y, c'est bon, lâche l'affaire. Elle rencontre également Yuri, qui est l'héroïne, et au final, elles deviennent super potes. Et là, elle se rend compte que ce qu'elle trouvait absolument tout choupinou quand elle lisait le roman, genre le prince qui est à fond sur elle, et les autres persos masculins qui sont à fond sur Yuri, bah en fait, elle se rend compte que c'est des gros stalkers, malaisants et un peu psychopathes sur les bords. Et elle se dit, bah en fait, on va faire en sorte qu'ils te foutent la paix. Et comme ça, bah tu seras tranquille et viens, on va prendre le thé, quoi. Donc c'est très marrant et Mélissa, mais elle est pépite, elle fait des têtes des fois, elles font flipper, mais dans sa tête, elle est en mode oui, et sa tête, elle est en mode c'est trop drôle. Enfin bref, franchement, trop bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec Grimoire et chaussettes de Axel Collot et illustré par Faye Curlam. Il est juste sublime. Le jaspage, incroyable. Hop, 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 hop. Mais en plus, l'épée et le sceptre là, juste sublime. Il y a des illustrations. Je veux pas trop casser le dos. Absolument magnifique. Comme dirait une célèbre, la carte incroyable et surtout à l'intérieur. Alors déjà, il y a des recettes. Il y a des recettes et enfin, regardez-moi ça. Vous avez vu l'intérieur, le détail, il est absolument mais incroyable. Chaque chapitre, il y a son illustration. Enfin, en dehors de l'histoire, l'objet livre est absolument incroyable. Je crois, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part c'est incroyable. Le chat, attendez, il est où? Je viens de le voir passer. Hop, le chat. Et en plus, rien qu'en voyant l'image, je sais à quel chapitre ça correspond. Et du coup, je suis en mode, ah oui, c'est vrai, quand le petit chat, il avait fait ça et tout, c'était trop drôle. Enfin, hop, celle-là aussi qui est à l'intérieur. Pouah, franchement, elle a un talent, Madame Faye-Curlam, que incroyable, incroyable. Mais ouais, vous avez des petits, hop là, des petites recettes à la fin de là et là. Je les ai pas testées encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Hein. Donc, pour vous parler du coup du livre, au lieu de continuer à vous montrer à quoi il ressemble, on va suivre Nialine, qui est une dryade et une ancienne aventurière. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, lorsqu'elle était aventurière, il y a une centaine d'années, elle est partie en expédition pour aller dans un donjon. Sauf que ça s'est très mal passé, ça a mal tourné. Il y a eu des sanctions et en fait, c'est elle qui a quasiment payé les pots cassés. Et du coup, elle a décidé d'aller à Dristulune. Non mais moi et le nom des trucs à chaque fois. Dristulune. Hey.
En fait, après qu'on lui ait dit, bah en fait, on restreint ta carte d'aventurière, t'as droit à un donjon par an. Elle s'est dit, ok, bah du coup, elle a visité un peu et un jour, elle arrive à Drissselune, elle voit un magnifique arbre et elle se lie à lui parce que les dryades se lient aux arbres. Et en fait, elle a décidé d'ouvrir une boutique où elle vend toutes sortes d'objets, dont des grimoires, des petits muffins aussi à la myrtille et en fait tous les objets qu'elle a récoltés des donjons. Voilà, elle fait sa petite tambouille et tout, elle se lie d'amitié avec une. Et je sais plus si c'est une orque. Je sais plus. C'est pas une orque. Non, trop imposant une orque. C'était une nain. J'ai un doute. Je sais plus. Créature de petite taille. Qui était en train de faire du crochet ou du tricot. Et du coup, Nyaline se passionne et dans sa boutique, elle met en vente ses créations. Mais bon. Et du coup, elle s'amuse à faire comme ça des objets, etc. Sauf qu'un jour, en face, va s'ouvrir une taverne qui est tenue par nul autre que Kelris, donc un mi-fée, mi-elfe, mi-démon. Et en fait, il faisait partie des compagnons qu'elle avait le jour où elle a fait le donjon qui est parti en sucette live. Et depuis, il y a une sorte de guéguerre entre eux. Genre, elle est là en mode, mais jamais il va me foutre la paix, lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Nyaline, elle était au niveau des aventuriers, elle était la number one depuis des siècles. Et Kelris, lui, voulait la surpasser. Et du coup, lui s'est mis dans ce mode compète, qu'elle était en mode qu'est-ce que tu me veux. Sauf que il s'installe, il commence à avoir une petite guéguerre, etc. Sauf qu'il y a un donjon qui apparaît pas très loin de là où ils sont et qui commence à affecter l'arbre de Nyaline. Donc elle se dit, ok, je voulais pas m'en mêler, mais là ça affecte mon arbre, donc en fait je vais m'en mêler. Et ils vont devoir faire équipe malgré eux. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai adoré. Niveau smut, en vrai ça reste light. Par contre, le personnage alors c'est pas Duchesse, je crois que c'est la comtesse. Attendez, je vous dis ça. La marquise. Donc la marquise, c'est qui? C'est le petit chat ailé, donc c'est le familier de Nyaline. Mais elle est géniale. Elle est vraiment géniale, elle est incroyable. Elle a des réflexions franchement pépitas. Donc non, franchement, j'ai vraiment adoré. Et comme il fait partie de la sélection que je vous ai montré sur les lectures tout doux. Vraiment les lectures tout doux qu'on peut faire. Donc ça, c'est de la cozy fantasy en fait. Cozy romantasy. Parce que comme il y a de la romance, mais que c'est du cozy tout doux. Voilà. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Autrice de ma destinée de Furik Jogbal et Winterleaf chez Coda. Donc c'est un isekai, donc on suit Fiona qui qui est une réincarnée, mais pas n'importe qui puisque c'est l'autrice de l'histoire. Et en fait, elle a donné un destin, son personnage principal masculin, c'est Sigrun. Et Sigrun, pour devenir ce qu'il devient, elle lui a donné un parcours du combattant horrible pour lui permettre de devenir, d'avoir son happy end en fait. Et comme elle arrive enfant, si vous voulez, elle se réincarne, elle est Fiona enfant. Donc Fiona, c'est la fille légitime d'un comte. Une famille qui a énormément de pouvoirs magiques, sauf qu'à un moment, le duc Elon,
qui protège les frontières du nord des démons. Il exige d'avoir de l'appui. Et donc, on demande à la famille du comte d'envoyer l'un de ses enfants parce que, en fait, ils ont besoin d'une personne qui manipule la magie. Et en fait, Fiona, la petite dernière, la plus jeune, genre elle arrive, je crois, elle a 6 ans, un truc comme ça. Et on lui dit, bah c'est toi qui vas y aller, vas-y, on s'en balèque. Je dis, mais attendez, moi je suis la plus jeune, lui il a 15 piges, lui il en a 20, et c'est la gosse de 6 piges que vous envoyez. Donc elle arrive au nord, et là le duc Elon, il part en cacahuète, il se dit, non mais on se fout de ma gueule, on m'envoie un mini pouce, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, elle lui dit, non mais c'est bon, tu sais quoi, vas-y, je gère. Et là, elle lui montre l'étendue de ses pouvoirs et elle dit, ok. Par contre, je vais te traiter comme tout le monde. Et elle dit, ok, pas de souci. Et en fait, elle commence à s'entraîner. Et là, à un moment où il y a une horde de monstres qui attaquent, elle arrive à sauver tout le monde et elle sauve Sigrun. Elle lui dit, ok, toi et moi, hop, je te prends sous mon aile. Et le fait de voir à quel point il souffre, elle dit ouais non attends, je vais faire en sorte que tu vives des aventures, que tu sois fort, mais que tu aies une vie un peu plus sympa que ce que je t'avais écrit à la base. Bah voilà, elle avait des petits remords comme ça, et c'est comme ça qu'ils vont grandir ensemble. Elle en tant que la protectrice par sa magie, et lui en tant que soldat. Donc du duc Elon. Mais en vrai, bon après elle retourne à la capitale parce qu'elle est majeure, elle va aller à la capitale pour vraiment se venger de sa chère famille qu'il a envoyée au casse-pipe, n'est-ce pas? Ils sont très étonnés de la voir revenir d'ailleurs parce qu'ils pensaient qu'elle était morte. Mais je crois que c'est ça qui déclenche. Je crois que c'est parce qu'ils lui disent ah au fait il nous faudrait une preuve qu'elle est bien morte. Qu'elle se dit bah je vais y aller moi-même. Voilà. Et je vais me venger. Voilà. Du coup, Ségren, il dit, bah, moi, je veux la suivre. Et le duc, il lui dit, bah, il faut reprendre tes droits de prince, du coup. Et à partir de là, voilà. Sauf que, à la base, il y avait une héroïne pour aller avec le petit prince. Et l'héroïne, elle arrive. En gros, Fiona, elle se dit, bah, moi, je vais être en mode spectatrice. Voilà, je vais être en mode spectatrice. Je fais en sorte que Ségren, il soit fort. Et dès qu'il va rencontrer l'héroïne, j'ai Eunice en tête, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Je crois pas que ce soit ça. Bon, bref. Dès qu'il va rencontrer l'héroïne, je vais faire en sorte, hop, de les mettre ensemble. Et bah, Ségren, il s'en balèque, hein, de l'héroïne, hein. Mais il s'en fout, mais comme de l'an 40, comme on dit chez nous. Il n'a Dieu que pour Fiona, sauf que Fiona, elle a des œillères pour le moment. Elle commence un peu à ouvrir les yeux à ce moment-là, mais dès le début, ça se voit que Ségren, c'est avec elle qu'il a envie d'être, quoi. Et ça donne des petits moments cocasses. Elle est en train de le regarder en mode, mais qu'est-ce que tu me chantes, là? Tu resteras toujours auprès de moi. Bah ouais, je serai là pour t'aider, t'inquiète. Et puis elle, dans sa tête, c'est « Et je serai là pour assister à ton mariage avec l'héroïne, ce sera trop bien parce qu'en fait, vous allez vous être réunis, etc. » Et lui, il est là en mode en train de s'imaginer avec elle toute sa vie et tout. Du coup, ça donne des petits quiproquos comme ça, assez marrants. Mais ça y est, elle commence un petit peu à ouvrir les yeux. Et je vous ai peut-être parlé un petit peu trop de ce livre-là. On passe à la suite. Avec La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore chez EH. Donc ça, c'est la suite dans la saga Dream Harbor. Donc pour le coup, on va suivre Kira. Donc Kira, elle a été introduite dans le tome 2, qui était la librairie des Cinnamon Rolls. Et en fait, elle a racheté c'est quoi, c'est pas un mas, c'est un cottage, où il y avait une ferme de sapins de Noël. Et si dans le tome 2, elle est catégorique en disant non, je ne rouvre pas, là, elle est plutôt en mode, bah ouais, il va falloir que je rouvre parce qu'en fait, j'ai besoin de thunes. Voilà.
Et en fait, ce qui a fait qu'elle a acheté ce cottage, c'est parce que sa sœur jumelle est partie en Suède avec son nouveau mari. Donc elle qui a vécu toute sa vie avec sa sœur jumelle, elle se retrouve toute seule en Amérique pendant que sa sœur elle est en Europe. Et du coup elle dit je vais faire un truc pour moi parce qu'en scrollant elle a vu des personnes qui retapaient des cottages et tout, c'était trop stylé. Elle s'est dit moi aussi je peux le faire. Elle a tout claqué sa fortune là-dedans. Et sauf qu'en fait elle se débrouille pas très très ouf. Et comme toute sa vie, parce que ses parents sont assez fortunés, donc comme toute sa vie, elle a compté sur l'aide des autres, que ce soit sa sœur jumelle, sur la fortune de ses parents, sur les domestiques ou quoi, c'est pas qu'elle sait rien faire, mais elle a un peu de mal. Mais elle s'est donnée pour mission de tout réussir toute seule. Sauf qu'elle va rencontrer Bennett, qui est le frère de Janie, de la saison 1, du tome 1, qui vient enfin pour les vacances de Noël, avec tous ses toutous. Il y a plein de toutous, c'est trop rigolo. Et en fait, lui, c'est un gars qui aide tout le temps. Il dit tout le temps oui pour venir en aide à quelqu'un. Et même quand quelqu'un lui demande pas, il lui vient en aide quand il voit qu'il est en galère ou quoi, ça le préoccupe, donc il y va. Et en fait, il fait ça avec Kira. Sauf que Kira, qui ne veut de l'aide de personne parce qu'elle veut apprendre à se débrouiller, elle l'envoie yesh. Et au fur et à mesure, grâce à Bennett, à la sœur de Bennett, donc Janie, et à toute la bande, ils arrivent à lui faire comprendre que c'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu es dépendant. Parce que si tu ne sais pas faire, et que quelqu'un d'autre sait faire et te montre comment faire pour que tu puisses le faire tout seul, c'est pas être dépendant de quelqu'un, c'est juste profiter des compétences d'un autre pour pouvoir toi les appliquer derrière. C'est la montée en compétences. Ouais, désolé, hein, des formations professionnelles. Mais du coup, au final, elle apprend comme ça petit à petit à s'ouvrir aussi, à faire confiance, à laisser les autres l'aider, sans pour autant être dépendante des autres. Mais c'est du doudou. Bon, il y a du smut. Il y a du smut. Et surtout, ça nous introduit aussi Iris, qui est l'héroïne du tome 4. Voilà. J'ai continué la saga Seule la mort attend la vilaine, donc le tome 8 de Swol et Gwon Gyeol chez Kotun. Isekai, on suit Pénélope, qui est réincarnée dans un jeu vidéo. Donc oui, qui s'est réincarnée, ouais, elle est réincarnée dans un jeu vidéo, c'est la vilaine de l'histoire. Et en fait, notre petite réincarnée se rend compte qu'elle est dans le mode difficile de l'histoire, puisque dans le jeu, donc on a l'héroïne, qui est Yvonne. Et en fait, Yvonne avait été kidnappée, c'est la fille du duc, elle avait été kidnappée, et elle revient, genre, elle a 16 ans, genre 10 ans plus tard, ou un truc comme ça. Et l'histoire du jeu, c'est selon les décisions qu'on va prendre par rapport aux différents personnages masculins, ça lui donnera une fin différente. Et un mode difficile où on incarne la vilaine Pénélope. Donc Pénélope, qui est la fille adoptive du duc, il l'a adoptée après la disparition d'Yvonne parce qu'il lui rappelait énormément sa fille. Et en fait, le mode difficile, c'est pareil, d'avoir une fin heureuse, donc atteint à 100% avec l'un des personnages, sauf que contrairement au mode normal, dès qu'il y a un truc qui va pas, la jauge des pourcentages des personnages masculins descend d'une façon vertigineuse. Sauf qu'elle doit pas être atteinte à 0%, sinon she's dead. Voilà. Donc c'est toute la subtilité du truc. Et en fait, donc on va suivre Pénélope qui est en mode ok, il faut que j'atteigne à 100% le plus rapidement possible pour retourner chez moi en fait. Elle, son goal absolu, c'est quitter le jeu et rentrer chez elle, rentrer dans son corps, rentrer en Corée et qu'on lui foute la paix. Parce qu'elle a été très joueuse, mais en fait, à chaque fois qu'elle jouait au mode difficile, à chaque fois, c'était un échec. Et elle s'est dit, ça va être complexe parce que j'avais essayé toutes les combinaisons. Et en fait, à chaque fois, c'était du dead.
Donc ça va être très compliqué d'avoir le happy end pour Pénélope. Donc on va suivre un peu toutes ces péripéties pour éviter au maximum de se retrouver avec un 0 quelque part et du coup que son personnage soit mis KO, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup parce qu'en fait Pénélope, elle a énormément de réflexion derrière, en mode ok, voici les personnages et voici ce que je peux faire avec chacun des personnages. Si je fais ça, ok, je vais augmenter lui, mais je sais que je vais descendre lui. À combien est-ce que je vais descendre lui? Et en plus, il y a des petites fenêtres qui s'affichent en mode mission pour gagner des points entre guillemets. Et certaines missions ont des malus, donc forcément, il faut qu'elle y réfléchisse à si elle accepte ou pas. Enfin, c'est vraiment dans la stratégie de si je fais ça, il va se passer ça. Donc, soit c'est un bonus, soit c'est un malus. Il faut que je réfléchisse pour pas me faire zigouiller, quoi, derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est de la stratégie, en fait. Donc, c'est trop bien. J'allais dire, même si on perd un petit peu la stratégie à un moment, enfin, c'est pas qu'on la perd, mais là où elle a été très stratégique au début, bah, au final, il y a les sentiments qui s'en mêlent. Donc, voilà. Mais j'en dis pas plus. J'ai lu également le 2e et dernier tome de la saga des Chroniques de Shylock. Donc le livre 2, le second fils de Amy Harmon, chez Charleston. Alors lui, j'y allais un peu en mode on verra, parce que j'avais eu des retours très pas ouf dessus, en mode on aurait pu se passer du second tome. Parce que le premier, c'est celui-ci, c'est la première née, que j'ai adoré. En plus, je les ai fait en audible, l'immersif, il est incroyable. Et ben, sincèrement, moi, j'ai kiffé. Mais peut-être aussi parce que j'y allais en mode pas d'attente. Mais alors, j'ai kiffé parce qu'en fait, on va suivre Gisela, qui arrive des terres du Nord. Donc, toute sa famille a été décimée par la peste. Elle a survécu. Elle arrive par bateau. Elle est enfant à ce moment-là, une douzaine d'années, je crois. Et en fait, elle s'échoue sur une plage et elle est découverte par Odd. Odd qui est un enfant aveugle, mais à qui le Très-Haut, avec les runes, lui a permis de faire, d'affûter les autres sens. Donc Odd va prendre Gisela sur son aile, sauf que c'est une fille et que lui, il veut devenir gardien. Et le problème, c'est qu'à Shylock, il y a plus de filles qui naissent puisque les terres ont été maudites par Desdémone dans le premier tome. Donc ça, on le sait. Et du coup, le roi Bahir... Non, Bahir, c'est... Comment il s'appelle déjà, le roi? Merci. C'est cool. Comment il s'appelle, lui? Banrud. Banrud qui, du coup, a eu une fille, du coup, il est devenu roi. Et en fait, avec le temple, ils exigent que chaque clan envoie une fille au temple pour j'ai envie de vous dire, pour contenter le peuple, pour essayer de contrer la malédiction, etc. Et en fait, Gisela va être, par concours de circonstances, présentée au chef de clan dans lequel elle a atterri, et c'est elle qui va envoyer en mode on va dire que t'es de chez nous et vas-y, quoi. Donc elle va intégrer le temple, et en fait l'histoire se passe vraiment en parallèle du premier tome. Donc il y a des moments où on se dit ok, ça il se passe là parce que dans le premier il s'est passé ça et tout, et j'ai adoré ce parallèle.
Et j'ai adoré découvrir l'histoire de Odd et le lien qui l'unit à Bahir. Ouais, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment fait les deux sur Audible. Donc le côté immersif peut-être aussi faisait que c'était prenant, l'histoire a été prenante. Par contre, Banrud, ce roi-là, mais une tarte dans sa tronche à lui. Oh, faudrait lui... un gros goujat. Un gros taré, ouais. Et du coup, ouais, non, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et franchement, après, comme je vous l'ai dit, j'y suis allée en mode pas d'espoir parce que j'en avais entendu énormément, en fait. Et désolée, j'ai le nez un peu bouché, j'ai l'impression que je parle du nez, ça me saoule. Mais du coup, ouais, non, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et puis voilà. Ensuite, j'ai lu Wendy et Crochet de Samantha Morgan. Donc, c'est le premier tome de New Fairy Tale chez Ito. Alors après, c'est marqué derrière pour public averti. Et je confirme. Donc, c'est une réécriture de Peter Pan. Dark romance. Mais extrêmement dark romance, ok? Donc, il y a des histoires d'addiction. Que ce soit alcool, drogue, etc. Donc il y a de l'addiction. Il y a des histoires de V, il y a des histoires de mutilation. Enfin bref, franchement, c'est vraiment un public très très averti. Et puis en plus c'est du V on va dire par contrainte, oui, normal, mais sous produit, on va dire ça comme ça. Parce que c'est pas, en soi, c'est pas un produit, mais c'est un truc qui a les mêmes effets qu'un produit. Enfin bref. Donc on va suivre Wendy. Wendy qui a deux grandes sœurs qui sont jumelles, qui sont Jeanne et Michel. Et en fait, il y a une légende urbaine qui dit que le jour de ses 18 ans, il y a un être il y a Peter Pan qui peut venir te chercher et te choisir pour aller au pays imaginaire. Et en fait, quand elle était petite, les deux sœurs aînées de Wendy se sont fait enlever. Enfin non, elles se sont pas fait enlever puisqu'elles étaient ok pour partir. Sauf que Wendy a été en mode non, partez pas, ne me laissez pas toute seule. Et la créature qui a pris Jeanne et Michel a blessé Wendy, donc ça lui a fait une sacrée cicatrice. Et en fait, quand elle s'est fait interroger par les policiers, à chaque fois ils disaient il y a une créature monstrueuse et laide qui a emmené mes sœurs. Et en fait, elle n'a jamais démordu de sa version. Et en grandissant, donc elle est tombée dans les addictions, etc., parce qu'elle pensait qu'elle allait devenir folle. Et à un moment, elle a décidé d'enquêter. Quand elle a eu l'âge, elle a décidé d'enquêter elle-même. Et depuis, elle ne fait que ça. Et là, on va la retrouver. Donc, elle a une fin de vingtaine, début de trentaine. Elle s'est mise avec un agent du FBI qui enquête sur les disparitions suspectes du fameux Peter Pan pour essayer de glaner un max d'infos, en gros. Sauf que lui, il veut s'engager et qu'elle lui dit, en gros, ça n'intéresse pas, quoi. Et en fait, il lui lance un ultimatum et il lui dit, ok, je sais que tu t'es mise avec moi pour avoir des informations. J'ai fait exprès de te laisser à disposition quelques infos pour que tu te rendes bien compte que on recherche toujours, on n'a pas abandonné ou quoi que ce soit. C'était pour essayer de te faire aller de l'avant. Mais là, je vois que en fait, t'as pas lâché le morceau, donc je te laisse un ultimatum. Soit tu veux continuer dans ces cas-là, nous c'est fini. Soit tu me rejoins à minuit, tu me rejoins en bas de la tour de l'horloge de telle heure à telle heure. Par contre, après cette heure-là, ce sera mort, quoi. Et elle se rend compte que on savait qu'on était choisis
parce qu'il y avait une plume qui était laissée à la personne qui allait être enlevée. Et là, en regardant en scrollant et tout, sur les réseaux, on voit qu'il y a une jeune fille qui a la plume, parce qu'il y en a qui montrent une plume, mais elle la connaît, elle l'a avec elle tout le temps, c'est qu'il y avait pour ses sœurs, donc elle sait à quoi ça ressemble, et elle se dit, ok, elle c'est la vraie plume qu'elle montre, et il se trouve que c'est la fille parce qu'elle est journaliste, donc c'est la fille de son rédacteur. Et là, elle le prévient, elle lui dit, écoute, ta fille, faut pas qu'elle sorte, etc., etc. Elle lui explique la situation, il la prend pour une femme, elle dit, non. Je viens, elle dit, par contre, comment dire, par contre, je vais me faire passer pour ta fille, je vais prendre la plume, et on va capturer la créature. Et là, ce qu'elle dit au rédacteur, sauf que elle, son idée, c'est de se faire capturer pour être emmenée dans l'île où se trouvent ses sœurs, pour pouvoir retrouver ses sœurs. Et bon, tout ne se passe pas comme prévu, mais effectivement, elle est kidnappée par la créature en question et elle se retrouve sur l'île de Peter Pan. À partir de là, va s'en suivre une quantité incroyable de péripéties, et etc. En soi, la façon dont ça a été réécrit, parce que des réécritures de contes comme ça, j'aime beaucoup. En vrai, malgré tout, je l'ai bien dévoré. Il y a des situations où je me dis quand même, c'est la merde. Et tout ce à quoi vous pensez, ça va vous envoyer en l'air. Il n'y a pas un autre moment où vous pourriez le faire, mais en étant plus tranquille. Enfin, je veux dire, vraiment? Mais bon, voilà. Mais comme je vous ai dit, par contre, c'est vraiment public averti. Il y a vraiment des trigger warnings, donc faites attention si vous avez envie de le lire. Et enfin, on termine avec les tomes 11 et 12 de Pandora Hearts. Attends, mon mari, il a dit quoi? Hearts? Oh, je sais plus comment il le dit. Pandora Hearts de Jun Mochizuki chez Kiyun. Donc, pour rappel, on suit Oz Vesalius, le jour de ses 12-15 ans. 15, je crois qu'il avait. Il s'est fait envoyer dans les abysses. Sauf que les abysses, c'est le monde où vivent ce qu'on appelle des Shain. Donc les Shain, ce sont des sortes de monstres qui ont chacune un pouvoir et qui peuvent se lier à des humains pour leur prêter leur pouvoir. Pour se sortir de là, Oz a fait un contrat avec Birabit, une chaîne extrêmement puissante. Sauf qu'ils ont fait un pacte illégal. Donc, pour qu'il y ait un pacte entre un humain et une chaîne, il faut un échange de sang, en gros. Et en fait, lors d'un contrat illégal, l'un et l'autre boit le sang de l'autre. Lors d'un contrat légal, le sang de la chaîne est contenu dans un objet. Voilà. Et du coup, Oz revient avec Birabit, mais 10 ans plus tard. Donc sa petite sœur, elle est aussi vieille que lui. Je crois qu'elle est même plus âgée. Parce que je crois qu'elle a 16 ans, lui il en a encore 15. Son valet, il en a 25. Enfin bref, franchement, c'est vraiment... c'est vraiment du gros n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. Et l'idée, c'est qu'en fait, si Oz a conclu un pacte avec Birabit, c'est parce que Birabit n'a plus aucun souvenir de qui elle est, pourquoi elle a atterri dans les abysses, etc. Donc, dans le monde des humains, elle prend une forme humaine et elle s'appelle Alice. Donc, on a vraiment un énorme parallèle avec Alice au Pays des Merveilles, puisqu'on a un personnage qui est le chapelier fou, on en a un autre, c'est le chat de Cheshire. Voilà, c'est vraiment... Birabit avec le lapin, Alice, c'est vraiment du Alice au Pays des Merveilles. Et de son côté, Oz va essayer de comprendre pourquoi et qui l'a envoyé dans les abysses il y a 10 ans. Alors j'aime beaucoup cette histoire. En plus, Oz, c'est un personnage, il est un peu resté insouciant en fait. Il est resté insouciant,
mais il a ce côté extrêmement mature qui fait que il a conscience qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Donc il y a cette dualité en lui de l'innocence de l'enfant qu'il était et du sérieux de la situation, même s'il essaie de garder vraiment le côté enjoué pour que les autres ne s'inquiètent pas. Vraiment, j'aime beaucoup et j'ai hâte de venir à bout de cette saga quand même. Je crois qu'il y a 24 tomes en tout, donc il m'en manque un petit peu. Mais ouais, j'ai hâte de continuer. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour ceux qui sont un peu timides, vous pouvez mettre tout ce qui est un petit peu des petits gâteaux, des cupcakes, des machins, des trucs, voilà. Parce que grimoire et chaussettes. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez lu sur le mois de mars. Est-ce que vous avez lu des livres que je vous ai présentés, ou est-ce que vous les avez dans votre pile à lire et du coup peut-être que ça vous a donné envie, peut-être pas du tout. Du coup, je suis assez curieuse de savoir. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Oh, ça c'était mon sang.